Le 16 juin 2012, l'association Carré d'art Croisé inaugure près de Mozac son centre d'art contemporain. Pas moins de 8 artistes, plasticiens, sculpteurs, peintres ou photographes y exposent leurs œuvres. J'ai vu l'œuvre. Alors, Madame Kadjeni, qui est la maîtresse de maison et l'hôtesse de cette magnifique exposition, dont nous venons de voir pas mal de choses. Alors, vous allez nous parler d'abord de votre responsabilité très lourde d'organisatrice et de fondatrice du Carré d'art, qui ont déjà 7 ans, je crois. 17 ans. 17 ans. 17 ans, oui. Carré d'art est né il y a 17 ans en région parisienne et c'était un collectif d'artistes, ça l'est toujours. Et simplement, nous avons changé de nom en 2006 pour donner un nom beaucoup plus généraliste, Carré d'art Croisé, parce que nous étions très connus pour nos travaux sur les papiers, gravures, livres d'artistes, etc. Et nous avons voulu élargir l'éventail de pratiques artistiques. D'accord. Et vous êtes ici, c'est-à-dire en Dordogne, depuis très peu de temps? Oui, depuis très peu de temps, puisque nous avions souhaité depuis de très longues années, mon époux et moi-même, de nous installer ici. Et donc, ça fait 3 ans et demi que nous sommes là. Et vous êtes tombé amoureux de la Dordogne par hasard ou... Pas tout à fait par hasard, parce que moi j'ai quelques cousins à la Canéda, et donc lorsque... Oui, vous connaissiez un peu la région. Voilà, je venais voir mes cousins quand j'étais enfant. Oui. D'accord. Et donc vous avez fait un très gros travail, puisque là nous sommes dans une grange très aménagée, je suppose que c'est une grange. Oui, c'est une grange, oui. Très aménagée, nous sommes au premier étage, il y a donc un rez-de-chaussée, où des œuvres sont aussi exposées. Et vous avez pensé ça comment? Je veux dire, vous êtes architecte en même temps? Eh bien, écoutez, je ne suis pas personnellement architecte. Oui. Par contre, j'étais professeur d'art plastique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, en unité pédagogique d'architecture et d'urbanisme. D'accord. Voilà, donc ça aide un peu. Oui, ça doit pas mal aider. Et vous avez trouvé les choses dans un sale état ou... Eh bien, pas vraiment dans un sale état. Disons que c'était un état de grange, oui. Fait pour ce travail-là. Et effectivement, il y a eu un gros travail de nettoyage, de restauration aussi, parce qu'elle avait quelques trous, cette grange. Hein. Et puis de réaménagement également, mais surtout dans la discrétion. On ne voulait pas gommer toutes les strates des travaux ruraux qui s'étaient passés ici. C'était une ferme, donc? Oui, tout à fait. Ça devait être une ferme, oui. Et quand vous avez pris ces lieux, vous avez investi ces lieux, ils étaient habités déjà ou bien abandonnés? Oui. Non, ils n'étaient pas abandonnés, ils étaient habités. Hein. D'ailleurs, vous voyez, la mezzanine sur laquelle nous sommes au premier étage existait déjà. Il n'y avait guère que ce plancher, voilà. Mais le reste n'était pas du tout aménagé. Bon, très bien. Et donc, l'histoire de Carré d'art Croisé, c'est de l'art contemporain essentiellement. Oui. C'est essentiellement de l'art vivant. Donc art contemporain, ça veut dire art de notre époque. C'est ça. Voilà. Vous tenez à ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'acteurs de l'art, qui sont tout à fait compétents pour faire la promotion de l'art patrimonial, et que ce n'est pas notre domaine. D'accord. Nous travaillons avec des artistes vivants. D'accord. Et autre caractéristique aussi, vous êtes donc des personnes privées, oui. Mais qui s'occupaient de choses publiques. Alors, je crois, on en a un petit peu parlé, mais vous pouvez nous raconter un petit peu vos rapports avec ce qu'on appelle les institutionnels, puisqu'il y a un fonds d'action contemporaine dans la région. Eh bien, c'est un rapport que nous avons toujours eu, c'est-à-dire que eux, ils sont dans le domaine institutionnel, donc ils font un certain nombre de manifestations, de projets, etc. Et nous, pour notre part, nous en faisons également, et nous nous retrouvons de temps en temps sur les mêmes manifestations. Donc il n'y a pas de compétition, du tout. Bien sûr, mais tout de même, qu'est-ce que, sans parler de compétition, en effet, vous avez raison, mais l'État doit-il s'occuper de l'art contemporain? Enfin, c'est une question qui vous... C'est une question importante parce qu'en France, nous sommes dans un pays où nous avons un ministère de la Culture, ce qui n'existe pas partout.
Ce ministère de la Culture a un certain nombre de missions qu'il met en place, qu'il matérialise. Ceci étant, le monde de l'art au niveau privé a une autre conception. Il y a l'art institutionnel, c'est vrai, et puis il y a l'art vivant qui circule, c'est-à-dire qui se vend, qui s'achète, etc., etc. Il n'y a pas seulement de la monstration. D'accord, mais les institutionnels achètent aussi des œuvres. Tout à fait, ils achètent des œuvres pour leur fonds. C'est ça. Dans un but bien précis et suivant une politique d'acquisition bien précise. Ce n'est pas notre cas. Je serais curieux de savoir ce qu'est cette politique bien précise, puisque au fond, c'est avec notre argent, le vôtre comme le mien, l'argent de nos impôts, que ces institutions d'art contemporain, qui s'occupent d'art contemporain, elles achètent ces œuvres, avec l'argent public. Et je ne suis pas sûr que le public soit pour quelque chose dans le choix des œuvres en question. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que le public joue un certain rôle dans votre choix, dans votre aménagement? Aucun rôle. Aucun rôle parce que on fait nos sélections d'artistes nous-mêmes, puisque depuis... Mais tout de même, est-ce que vous n'avez pas une petite... Excusez-moi de vous couper, oui. Mais vous avez une petite idée de ce qui va plaire ou ne pas plaire ou... Alors, nous ne fonctionnons pas comme ça. Pas du tout. C'est-à-dire, nous n'allons pas vers le public en disant « Public, dis-moi ce qui te plaît ». Oui, d'accord. Vous avez bien raison. Voilà, nous proposons et le public réagit. Voilà. Mais comme vous êtes relativement expérimenté dans cette voie, le goût du public, ça vous interroge quand même? Absolument, puisque nous avons une grosse part de notre travail qui consiste à faire des interventions pédagogiques. Donc, tant auprès d'un public jeune comme les scolaires, nous recevons les scolaires depuis toujours pour faire un accompagnement. Là, vous avez vraiment un rôle institutionnel au public, au sens classique du terme. Peut-être, mais en tout cas, c'est dans un univers privé. Donc, notre rôle aussi, en tant qu'artiste, c'est de nous impliquer dans la vie publique et d'aller comment dirais-je, d'aller vers le regard du public, de le capter et puis d'instaurer le dialogue. D'accord. Et dans cette tentative éducative, vous avez quel objectif? Je veux dire, vous essayez... ça s'éduque un regard? Oui, ça s'éduque. Dans le sens que il faut, je crois, apprendre aux gens à ne point juger. Et à recevoir, à ressentir. Ne pas être dans la cognition, mais être dans le ressenti. Ne pas chercher à comprendre et surtout ne pas chercher à décortiquer. Il ne faut pas dire ça au vieux prof de philo que je suis. Mais vous faites de la philosophie et moi je fais de l'art. Oui, d'accord. Voilà. Oui, non mais je vois ce que vous voulez dire, mais ressentir et sentir, c'est aussi compliqué que comprendre. Surtout dans le pays de Descartes. Certes, mais je pense que les deux sont aussi complexes l'un que l'autre. Tout à fait. Et je suis pas sûr qu'on puisse d'ailleurs les distinguer, mais bon... Très bien, alors on va peut-être parler de vos propres œuvres, oui. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur... Sur Caréda, écoutez, maintenant que nous avons cet espace d'art contemporain ici à Mozac, donc en pays rural, nous allons tenter de favoriser l'art vivant dans ce milieu rural, comme avant nous l'avons fait dans le milieu des banlieues, dans les milieux sociaux défavorisés, etc. Vous êtes content de cette expérience précédente Magnifiquement. Ouais. Ah oui, absolument. C'est excessivement enrichissant d'une part, et les dialogues, les contacts sont merveilleux. Même quand c'est sur le mode, entrechoquement. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi brutal, quoi. Oui, ça peut. D'accord. Nous commençons avec vous, Isabelle Guenet-Salvucci, et vos œuvres. Eh bien, écoutez, ça doit être de l'art parce que je ne comprends pas comment c'est fait. Alors, je vais vous demander d'abord ça. Comment c'est fait? Bon, après, est-ce que c'est de l'art? C'est autre chose. Si, l'art, c'est quand on ne sait pas comment c'est fait. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je suis photographe et je travaille à partir de mes photos que je fais tirer en divers tailles.
Après, c'est un travail de composition où je joue avec les couleurs et les textures. Et après, attendez, pardon, mais les textures, le rouillé, les cahiers. Voilà, parce que c'est plus que ça, parce qu'il y a du relief, oui. il y a du. Et après, une fois que c'est tout composé, je fais des petits croquis où je me dis les parties que je vais découper, que je vais mettre en relief. Donc, je joue avec au moins 5 niveaux différents de profondeur. D'épaisseur, de profondeur. Voilà, d'accord. Dans quel but? C'est pour donner une impression de perspective, Et je sais pas dans quel but. Je me suis aperçue que ça fonctionnait. Donc c'est venu d'une photo un petit peu particulière. J'ai eu cette idée-là de mettre en relief une partie de cette photo. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est le mélange ou la confusion entre photographie et sculpture? Oui, peut-être. Il y a un côté plasticien là. Et en fait, quand on regarde une de mes compositions, l'œil dit au cerveau qu'il se passe quelque chose. Et souvent, je vois la main qui se tend pour vérifier si on pense au trompe-l'œil aussi. Oui, quelque part, c'est un petit peu ça aussi. D'accord. Vous pouvez nous dire un mot des formats, parce que bon, il y a des formats plus ou moins petits, mais jamais très grands. Bien sûr, c'est volontaire, je suppose. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça s'est trouvé comme ça, mais plus ça va aller, je pense que j'ai envie vraiment de faire beaucoup plus grand aussi. Ah, vous pensez à des grands formats? Oui, tout à fait. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que un petit peu le fil conducteur de mes photos, c'est le temps qui passe sur les choses. Voilà. Donc, j'aime ce qui a vécu. D'accord, parce que j'allais vous dire, il n'y a pas de personnage humain. Et donc, ça a aussi un rapport avec le temps qui passe. Oui, puis je suis vraiment sur l'objet et c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand je fais des photos de gens, c'est plutôt des photos de famille, mais sinon, peut-être aussi de la timidité. Mais bon, c'est ça qui m'intéresse et qui m'attire. Il y a pas mal de chiffres et de lettres aussi qui sont mis en valeur, en relief. Vous nous dites un mot là-dessus? Peut-être parce que je suis une ancienne graphiste, c'est possible. J'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt à la typo. Et puis il y a toujours de la symbolique, derrière les mots, les lettres ou les chiffres. On a presque envie de faire des empreintes des tableaux, parce qu'effectivement ça ressemble au matériel de la typographie, comme on appelait ça, les casses. Oui. Mais bon, j'avais un père imprimeur aussi, donc vous savez, une mère quincaillère, donc après... Voilà, très bien. Bon, excusez-nous de faire un peu de psychanalyse. Non. Oui, je vous remercie beaucoup pour ce passage trop rapide sur vos œuvres. Peut-être une dernière chose, il y a aussi la présence un peu insistante de la maison. Vous avez fait des maisons différentes, du forestier, du métallurgiste. Vous aimez bien les maisons? Oui. J'aime tout ce qui est architecture, détails d'architecture, les portes, les fenêtres. Bon, après, il y a aussi toute la symbolique de ce qu'il y a derrière. Oui, c'est... D'accord, merci beaucoup. Vous habitez dans le coin? Beaumont du Périgord. C'est pas très loin. Et vous avez un atelier là? Atelier-galerie, rue Foussal, la galerie du Bois-Vert. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bien, Monsieur Baldelli, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes donc devant vos œuvres, vos statues, voilà. Excusez-moi, mais il y a un mot qui me vient à l'esprit puisque je vois jeu d'équilibre devant moi. C'est Calder. Ah non, absolument pas du tout. Très mauvaise idée. Non, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas Calder. Calder a fait des choses, des mobiles, des stabiles. Ouais. Et moi, c'est ni mobile ni stable, mais ça s'est projeté dans l'espace et ça tourne. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, on n'avait pas vu ça, on n'avait pas osé toucher. Voilà, moi aussi, bien sûr. D'accord. Et toutes les œuvres qu'on voit ici sont comme ça, arrimées à un point. C'est ça, elles sont en équilibre. Sur leur point d'équilibre. D'accord. Voilà. D'accord. Alors la pyramide, la pyramide n'est pas le socle de l'œuvre. C'est le socle de l'œuvre est caché et dessous. Oui. La pyramide il fait partie intégrante de l'œuvre et lui donne la dynamique, l'élan pour jaillir. Et alors, sur ce point, qui est très... Okay. Voilà, donc c'est un peu de la provocation, mais il en faut bien un peu. Voilà. Vous nous dites un mot de la matière qu'on ne devine. La matière, c'est de l'acier forgé à froid, soudé... forgé à froid et forgé aussi au feu rouge.
Mais... Donc vous êtes forgeron? Non, pas du tout. Ah bon? Non, je suis sculpteur, moi, ça me suffit. Mais alors, comment peaufiner cet acier qui doit être assez difficile à travailler? Oui, mais vous savez, on apprend tous les jours. Hein. Bon, oui, bien sûr. Vos outils, c'est quoi? Mes outils sont issus de la technologie moderne, c'est-à-dire la meuleuse, soudure au fil, je soude sous argon, etc. Enfin, ce sont des procédés modernes, quoi. Vous avez un atelier dans le coin? Non, j'ai un atelier dans le nord du département de la Vienne. D'accord. Voilà. Et j'habite là. Il vous faut quand même un peu de place, je suppose. Oui, j'ai beaucoup de place. Ouais. Non, parce que je fais des grandes œuvres aussi. Il y en a une dans le jardin. Là, oui, j'ai vu en passant. Une grande, oui. D'accord. Et qui tourne également sur un... Okay. D'accord. Votre truc, c'est le mouvement quand même, oui, non? Oui, beaucoup, oui. Le mouvement dans l'œuvre elle-même, le vide de l'œuvre qui joue avec les pleins, parce que c'est dans la sculpture, s'il n'y a pas de vide, la sculpture n'existe pas. Hein. Le philosophe qui s'occupe de ça en ce moment, qui démontre que le cœur de la matière, c'est le vide, effectivement. Bah oui, mais les sculpteurs sont bien placés, pour savoir ça, quoi. Et voilà, donc il y a des... Alors j'ai développé la pyramide, parce que vous savez que les Égyptiens ont fait des pyramides depuis très très longtemps, des millénaires. Hein, bon. Seulement vous avez remarqué que toutes les pyramides égyptiennes sont quadrilatères, elles ne sont pas triangulaires. C'est ça. Voilà. Celles-là sont triangulaires. Sont triangulaires. Et vous savez, c'est très difficile de faire une pyramide triangulaire. Je pense que les Égyptiens, qui n'étaient pas plus idiots que nous, certains même moins que nous, avaient probablement des raisons de faire des pyramides. Le carré semble plus commode. Parce que ça, sur l'hypoténuse, si vous voulez, ça se tient. Voilà. Alors qu'ici, ça c'est un cauchemar pour refaire ça. Ah bah oui. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même pas une imitation. C'est pas l'imitation des pyramides égyptiennes. Voilà. Alors c'est un cauchemar parce que ça glisse, si vous voulez. Ça c'est assemblé. Il y a les 60 degrés ici sur l'hypoténuse, la coupe, les 60 degrés c'est 30 et 30, si vous voulez. Alors ça glisse, etc. Mais il faut tenir les trois ensemble parce que il faut que ce soit juste tout de suite. On ne peut pas les placer de travers. Il y a quand même un moment de cette chose en acier qui ressemble à un risque. Oui, c'est vrai. Et vous faites ça à l'œil ou... Oh oui, je fais ça direct. Je dessine même plus avant. Je fais direct. J'ai suffisamment de métier et de virtuosité pour... C'est ça. Si vous n'avez pas de virtuosité, vous avez le plus beau des Stradivarius. Vous croyez que vous allez pouvoir jouer le concerto de Beethoven parce que c'est un Stradivarius si vous n'avez pas la virtuosité? Bien entendu. Je suis dans le même cas que vous. Mais si vous voulez, au moins ici j'en ai un peu quand même pour mon métier. Vous y connaissez. Voilà. Et donc ce développement des pyramides s'est développé ici pour cette œuvre-là. Vous voyez, j'ai déconstruit la pyramide. Je garde qu'un côté de pyramide. Voilà. J'ai gardé un côté de la pyramide de variation et une autre variation. Ah oui. Là, vous avez gardé au contraire le squelette, si on peut dire. Oui, c'est ça. Et donc c'est un trièdre. Donc on a un trièdre. Et alors, évidemment, ici, on a des angles à 120 degrés de chaque côté, mais on a toujours 1, 2, 3 triangles qui forment la pyramide. Voilà. Alors ça c'est également... ça tourne également. Je vais vous poser une question semblable à votre collègue précédente, là. Parce qu'à part la grande chose qu'on a dans le jardin ici, les formats sont un peu semblables. Vous choisissez... Oui, c'est intimiste, oui. Moi, je ne calcule rien d'avance, ça vient comme ça. Hein. Ça, c'est un peu plus grand, ça, c'est... Cette pièce-là, elle est un peu moins haute. Moi, je ne prends pas de mesure, hein. Je n'ai pas de mètre.
Ah, vous n'avez pas de maître. Ah bah non. Bah non, je travaille, si la forme me plaît, la proportion me plaît, c'est bien, il n'y a pas besoin de maître. C'est le travail qui commande au fond, la main. Et évidemment la vue, enfin le regard. Oui, c'est ça. Il faut que l'équilibre soit évidemment général. Le plus juste possible. Celle-ci, cette pièce, elle est... vous voyez, regardez tous les espaces ici. Elle est différente. Si vous voulez, chaque fois le vide prend une autre forme. Voilà. Mais l'équilibre est toujours là. Oui, bien sûr. Voilà. Alors on est toujours sur la chose. Voilà. Vous êtes un véritable artiste parce que vous nous apprenez à voir ce qu'on voit peu ou mal, souvent. Oui, je ne sais pas s'il y a une autre. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Oui. Vous voulez commenter un autre truc? Non, j'aurais bien voulu vous montrer. Ça, c'est... ça, il faut vivre avec après. Vous savez, c'est comme les femmes, ça. On découvre. Oui, justement, c'est absolument pas figuratif, comme on dit. Non, moi, je suis vraiment... Quoique ça figure bien dans l'espace, mais... Oui. Et ça aussi, c'est volontaire, bien entendu. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais... Non, mais moi, j'ai un esprit abstrait. Ah, c'est ça. Alors, j'ai été étudiant, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens. Et alors, dans les écoles d'académie, on apprend la figuration. Bien sûr. Et moi je sais faire, j'ai appris à faire, parce que ça, il y a beaucoup d'artisanat. Dès que vous faites quelque chose qui représente un visage... les gens disent oui, ça ressemble. Il faut que ça ressemble. Voilà, mais dites-moi, on ne vous reproche pas ça? C'est-à-dire, quand même, ce type est cartésien, abstrait... Ça m'est égal. Oui, ça vous va. Complètement, très bien. Très bien. Parce que dans mon esprit, si vous voulez, c'est avec... comment dirais-je, ça correspond, mon honnêteté intellectuelle est intacte. C'est-à-dire quand vous êtes devant le monde ou dans le monde, vous voyez aussi des abstractions dans un arbre ou dans... non, sûrement pas dans un arbre. Non, c'est dans ma tête, tout ça. Regardez-moi ça, je ne vais pas vous dire, mais c'est un... Mais justement, je parle d'arbre parce que... C'est un cet équilibre-là qui vous fonctionne. Oui, mais ce décalage en équilibre. Je ne veux pas vous dire que c'est merveilleux. Mais vous aimez bien, c'est normal. Non, je veux dire c'est réussi. Oui, tout à fait. Ouais, ce déséquilibre équilibré. Et ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée il y a plusieurs années et dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. À cause de la verticalité et de l'horizontalité. Si vous voulez, c'est un peu comme la musique de Mozart, vous savez. C'est venu comme ça. Et c'est venu comme ça et j'y trouve pas de défaut. Alors, vous savez, ça c'est très dangereux. Et moi, ça m'ennuie beaucoup parce que ça m'a paralysé pour le reste. Parce que il faut mieux que vous croyiez à ce que vous faites. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Ah d'accord. Ah oui. Vous avez dit, non, ça je ne c'est vais pas parfait. vous faire un cours. Enfin, vous avez ce petit triangle-là qui répond à ce triangle-là. Vous voyez, la pointe est en bas. Alors, enfin, il y a un... Alors écoutez, je vais peut-être vous choquer parce que moi j'ai peut-être pas l'esprit aussi abstrait que vous, mais là-bas, celui qu'on vient de commenter, moi c'est vrai que l'arbre ça me dit quelque chose, et ici la table me dit quelque chose, c'est-à-dire l'ajointement de l'horizontalité, de la verticalité, et tout ça en effet est tout de même un peu mobile. Donc ça, je trouve ça très bien, mais est-ce que ça vous choque si on vous dit tiens, ça c'est table, ça c'est arbre. Celui-là, je ne sais pas trop, je dirais peut-être aussi. C'est pas mon problème, hein. Mais moi, je n'ai pas mon problème, je ne pas du tout. Pas vexé pour autant. Pas du tout. Je trouve que c'est malheureux que vous y voyez un arbre. Parce que moi, je n'ai pas voulu faire d'arbre. Mais maintenant, si vous y voyez un arbre, il n'y aurait pas d'inconvénient. Non, je ne vois pas, mais je me dis, tiens, c'est comme. Hein. Non, moi, je ne dis pas ça. Moi, je travaille comme Dieu. Hein? Alors, comme Mozart et comme Dieu, ça va? Oui, c'est pas mal. Écoutez, vous êtes bien dans vos baskets. Oui, parfaitement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, quand il fait un serpent, il ne dit pas ça m'évoque un arbre ou un machin. Et quand que Dieu n'a jamais fait le serpent. Enfin, bon, peu importe. Adam et Ève, alors, c'est quand même... Hein, l'évolution, vous connaissez un petit peu. Oui, je connais, mais bien sûr. Mais si je prends le serpent comme... Bon, on va s'arrêter là, mais on n'en finirait plus avec vous. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Caroline Isser, salut. Bonjour. Excusez-nous de vous embêter un petit peu, mais nous sommes donc devant vos toiles. On appelle ça des toiles. Comment aborder ça? D'abord, dites-moi comment. Par la technique, oui, le fond, la forme. Alors, on va dire la forme au départ. Hein. Ouais. Donc, je travaille avec de l'acrylique Ouais. sur toile. Ok. Avec une technique mixte, on va dire. Par exemple, là, il y a un peu du pastel, c'est dessiné au pastel. Je gratte aussi quelquefois la toile. Je grave dans l'enduit au départ. Voilà. D'accord. Et puis, mon propos, c'est surtout l'opposition naturelle, la dualité entre le noir et le blanc. Ah oui. Et c'est la couleur qui fait le lien, en fait. D'accord. Et donc, ce tableau s'appelle donc Attraction, comme s'il y avait toute cette lumière on est attiré comme ça par la lumière. D'accord. Et tous les personnages, ça symbolise l'humanité, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, on peut voir dans des groupes de personnages, on peut s'inventer des Vous les histoires. séparez ou vous les mettez impérativement ensemble, ces deux toiles? Eh bien, je les ai travaillées séparément. Ah. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'en les assemblant, ça fonctionnait complètement. D'accord. Ça donnait justement cette perspective comme ça, cette plongée dans la lumière. Donc vous préférez ne pas les désassembler? Ah non, c'est un diptyque, elles sont vraiment ensemble, elles fonctionnent ensemble, oui, elles se répondent. Et donc voilà, le noir et le blanc dialoguent à travers la couleur. Le lien, c'est la couleur. D'accord. Voilà. Alors, vous nous avez présenté tout à l'heure les choses en disant là-bas c'est le dernier, ici Oui. c'est une autre période. Et alors, je ne sais pas si c'est une impression de spectateur comme ça qui arrive, mais on a l'impression d'une disparition de la figuration ou quelque chose comme ça. Si on peut s'approcher, Philippe, je pense à ce tableau ou à celui-ci, oui. où Il y a on plein voit, de petits personnages. voilà, il y a plein de personnages, Oui. assez nettement dessinés, Oui. relativement nettement dessinés, Oui. même si... Là, c'est une technique différente. Voilà. Ah, d'accord. Aussi, voilà. Ouais. Oui, oui. Et puis là aussi, alors je ne sais pas si c'est parce que nous sommes en Dordogne, mais ça me fait penser aussi. Ah oui, beaucoup on m'a dit de la peinture rupestre. Enfin, c'est voilà, vrai c'est que ça. voilà. Ouais. Mais c'était pas volontaire. En fait, c'était pas. Ah, d'accord. Mais ça, c'est vrai que j'ai appelé ces tableaux terre secrète. Ouais. C'est comme si je faisais ressurgir une mémoire de la terre. En fait, c'est vrai qu'on peut. On peut se rapprocher de l'époque préhistorique finalement, où l'humanité se découvre faisant partie de la terre et en même temps faisant partie du ciel. Enfin, il y a toujours cette dialectique. La naissance, ça vous intéresse beaucoup, non? Parce que j'ai l'impression La naissance de l'homme, oui. Il y a aussi la naissance de l'œuvre. Enfin, on a l'impression de quelque chose qui arrive, enfin, qui surgit comme oui, ça. le réveil de l'homme, je dirais, le réveil de l'humanité. D'accord. Voilà, oui, Ouais. tout à fait. Ce serait plutôt comme ça que je l'interpréterais, moi. Ok. Mm. Vous avez un atelier dans le coin ou pas? Ah non, je suis sur Grenoble. Grenoble. Voilà, oui. Ok, Un donc atelier à vous Grenoble. connaissez les gens d'ici, Madame Cagini. Oui, comme on ça. s'est rencontrés sur un salon à Marseille et en fait, après, j'ai fait partie de Carré d'Art Croisé sur Paris, mais tout en restant à Grenoble. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ça marche. Ça marche. Bon, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, alors on passe au photographe Nicolas Jeannette. C'est ça, vous êtes photographe? Oui, oui, oui. Ça vous embête pas qu'on dise photographe? Parce que quand on voit ces œuvres, on se dit évidemment, c'est de la photo, mais un peu bizarre quand même. Une photo que je serais bien incapable de réaliser avec un appareil quelconque. Donc vous nous parlez un peu de ce que vous voulez faire? Il y a différentes choses. C'est vrai qu'après, quand on dit photographe, disons que j'utilise la photographie, mais je me sens assez proche des peintres aussi, peut-être Voilà. plus même. Oui. Parce que je suis loin du figuratif ou j'essaye plus de montrer des choses sous un autre aspect, d'éveiller un peu la curiosité des gens. Mais toujours quand même à partir d'un sujet, du motif, comme disait Cézanne, de la nature. Enfin, Oui, tout à fait. Oui, photographie, ce qui est. Ah oui, complètement. Il y a Ouais. aucune retouche, il n'y a rien d'extraordinaire entre guillemets dans ce que je photographie. C'est ce que voit tout un chacun tous les jours. C'est ça. J'essaie juste de le montrer différemment sur des détails, sur des ambiances, pour montrer autre chose aux gens et justement les amener à voir les choses différemment et eux après à chercher cette différence et cette. Alors un mot sur ce motif. C'est en Bretagne tout ça? Alors ces quatre là sont dans le golfe du Morbihan. C'est Celle-ci c'est le Noirmoutier.
Ah, d'accord. C'est votre coin? Vous connaissez bien? Golfe du Morbihan, oui. Je suis de là-bas, je vis là-bas et je suis très heureux d'y être. À Vannes? Vous êtes à Vannes? Oui. D'accord. Ok. Bon, après, alors. il y a d'autres endroits comme Noirmoutier, il y a l'île de Ré, il y en a des Canaries, tout. Je dirais que n'importe quoi au bord de l'eau se prête dans cette collection. C'est ça. Vous êtes marin aussi? Je l'ai été très longtemps. Ah, d'accord. Ce qui fait que je connais parfaitement le littoral et encore plus sur l'eau que sur terre. D'accord. Alors voilà pour le motif. Vous pouvez nous dire un mot de la couleur, parce que vous avez raison, on reconnaît des choses, mais en même temps, les couleurs sont un peu particulières, non? Alors effectivement, c'est pas dans cette collection-là, c'est pas un noir et blanc, pas. Je voulais pas forcément travailler en couleur non plus, parce que la couleur donne beaucoup de renseignements en fait sur les choses et fige assez les choses. Le noir et blanc, inversement, aspire plus à l'imaginaire. D'accord. Inversement, c'est très noir. Et donc vous essayez de rester, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Je reste dans des teintes un peu chaudes, mais un peu aussi, c'est un mélange de chaud et froid, d'aigre douce. C'est ça. Histoire il y a un côté zen, mais il y a aussi un côté pas mélancolique, mais un côté un peu inquiétant, un peu curieux. C'est l'atmosphère que vous voulez rendre. Un peu plus loin, quoi. Voilà. C'est ça que vous voulez rendre. Le but, c'est pas encore une fois de donner des réponses, de montrer des choses. D'accord. C'est d'ouvrir des portes, de montrer quelque chose qui permette aux gens après d'aller chercher un peu plus, chacun avec sa vision, avec son... D'accord. Le fait que vous encadriez ces photographies, donc, paraît un tout petit peu contradictoire avec la profondeur que vous dites, avec l'ouverture que vous dites, avec, je pense aux horizons là que l'on devine. Est-ce que le cadre ne risque pas d'arrêter un peu cette atmosphère que vous cherchez? Oui, c'est une question intéressante parce que en fait les deux, je reste dans une caisse américaine qui est assez sobre, qui est assez épurée. Après c'est suivant le choix des gens et il y en a beaucoup qui préfèrent sans rien. Vous voulez dire que vous n'avez pas encadré de vous-même, mais sur demande ou... Non, en fait, les caisses américaines sont juste posées dessus et on peut tout à fait les enlever et avoir quelque chose de très épuré. Ah, c'est amovible. Justement, on n'a pas de cadre, on n'a pas de verre, on n'a aucune arête. Après, ça dépend aussi du mur. Sur des murs assez chargés comme ça, c'est mieux. Bien sûr. Tout dépend de là où vous les mettez, dans quel contexte, mais c'est vrai qu'on, sans ce cadre, on a un autre côté encore plus épuré. D'accord. Mais bon, c'est pas... Enfin, moi, après, c'est un choix perso. Ça, je trouve pas forcément que ça enferme non plus. Ouais. Ça permet aussi de la détacher des choses et justement pour se plonger peut-être un peu mieux dedans aussi. Mais c'est pas, effectivement, comme vous dites, c'est pas non plus un passe-partout, le gros cadre qui ferait beaucoup trop chargé, beaucoup trop encadré. Enfermant, ouais. Voilà. L'absence de personnages humains, enfin l'absence de vie, du travail, je sais pas, dans le golfe du Morbihan, Dieu sait s'il y a des bateaux et des marins et bon, évidemment c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire, oui, oui d'un certain côté. Après, je me refuse pas à en mettre. Vous avez déjà fait des photos avec des gens? Non. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais c'est rare, parce qu'effectivement, c'est pas. Alors, faut pas mal le prendre, parce que j'adore les gens et j'adore. Je suis pas sociable. Oui. En photographie, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est parce que c'est très difficile ou ça vous satisfait pas? Moi, c'est pas vers là que va mon attirance. C'est plus vers la nature, vers des choses. Mais en même temps, l'humain est jamais très loin. Vous regardez ici, il y a des murs, humaines, des escaliers. Bien sûr. L'humain est jamais très loin. Bien sûr. Mais effectivement, encore une fois, il n'est pas montré. D'accord. Mais cette impression de désert ne vous embête pas trop? Au contraire. Au contraire, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un jardin secret, d'un petit désert, et en fait ce désert on peut le créer n'importe où. C'est même dans une ville, on peut se réserver des petits déserts à soi. D'autant plus qu'il y a beaucoup de passages dans les photos qu'on voit ici. En tout cas, on imagine entre le quai, l'escalier, le pont, la jetée. Surtout que certaines sont des endroits extrêmement touristiques. Voilà, c'est ça. Donc moi, y vivant, je les pratique plus en hiver qu'en été, forcément. Mais c'est des endroits très chargés, effectivement, humainement. Merci beaucoup. C'est moi. Bonjour Daniel Salvucci, vous êtes sculpteur sur bois.
Oui, voilà, c'est ça, à peu près. Uniquement sur bois. Oui, je travaille le bois vert, c'est-à-dire je travaille le bois qui n'est pas sec, justement pour avoir des gros volumes. Et la seule contrainte technique que je peux avoir, c'est de garder la même épaisseur partout dans ma pièce. C'est pour ça que toutes mes pièces sont creuses. Voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est un seul morceau de bois que vous avez évidé, par exemple, travaillé, je ne sais comment, mais... Oui, c'est ça. Je pars d'un tronc en général, soit en haut de l'arbre, soit en bas de l'arbre, suivant ce que je veux faire voir. Et j'essaye d'être le plus aérien possible, bien entendu. Vous choisissez le morceau sur pied, si je peux dire ? Non, pas sur pied, parce que je ne coupe pas d'arbre. Je ne veux pas couper d'arbre. Ça vaut pas une pièce ne vaut pas un arbre. Oui, vous dites le bois est toujours encore vert. Oui. Alors c'est des arbres qui sont coupés de 6 mois à peu près. Jusqu'à, j'arrive à les garder un an et demi. Jusqu'à avant qu'ils fendent en fait. Le fait de travailler en bois vert consiste à avoir des gros volumes. Si je le faisais en bois sec, j'aurais été obligé de coller des bois pour fabriquer un volume. Et là, on voit les traces de colle. Non, là, je pars dans le massif directement. Et après, bon, bien sûr, il y a des étapes de séchage. La pièce. En quelque sorte, vous travaillez un bois encore en mou, enfin. Oui, c'est ça. Relativement mou. Oui, très humide surtout. Voilà, très humide. C'est-à-dire, je fabrique uniquement l'ébauche de la pièce, en tournage en bois vert. Après, ça redevient de la sculpture, parce qu'une fois que la pièce elle a séché, on reprend le phénomène de la sculpture. Vous avez une essence préférée de bois ou celle que je vais faire demain ou après-demain, oui, celle-là va être sympa. Non, j'en ai pas vraiment, mais chaque arbre a une particularité, suivant où il pousse, suivant le même arbre poussant dans les cailloux, les acacias notamment, poussant dans les cailloux ou poussant dans une terre meuble, la couleur change, l'aspect du bois change, le fait de la couper change. Oui, c'est pas simplement. Il se change en silice en fait. C'est pas simplement parce que c'est un acacia, mais c'est parce qu'il pousse là et pas ailleurs. Voilà, c'est ça, et c'est valable bien sûr pour toutes les essences. Celui-là, c'est quoi par exemple ? Ça, c'est un noyer. Dans le Périgord, on est bien loti en noyer, donc ça me permet. Puis j'adore le noyer, j'adore son odeur, j'aime bien le couper, mais tous les autres aussi sont. Celui-là là-bas, c'est. Alors ça, c'est deux noyers différents. Ça, c'est un noyer périgourdin, et ça, c'est un noyer dit américain, ce que l'on appelle américain. En fait, ce sont les porte-greffes des noyers périgourdins. D'accord. Et la patine différente de ces deux pièces de noyer, c'est vous Non, alors moi je ne mets rien sur les pièces, c'est-à-dire que je considère que le bois doit rester 2-3 ans avant d'être beaucoup plus sympa. Donc je ne mets rien, enfin je les cire uniquement et c'est tout. Non, je ne touche pas justement ni aux couleurs, ni à ce qui pourrait favoriser le fait de travailler le bois vert. D'accord. On parle un peu des formes que vous donnez à ces choses, enfin que vous imprimez à ces choses. C'est abstrait, c'est comment vous... C'est forcément abstrait, mais c'est uniquement dans l'imaginaire, dans mon imaginaire. Voilà, j'imagine des choses. C'est plutôt rond. De par le tournage, parce que comme c'est une base de tournage, donc effectivement en général c'est assez rond. Puis j'aime bien effectivement les formes rondes. Si vous connaissiez ma femme, vous le sauriez. Bon, d'accord, on va pas insister. non, mais ça favorise, c'est sûr. Non, mais voilà, je vois une espèce de vase. Ici, je vois une sorte de corne. Enfin, voilà. La figuration n'est pas totalement absente. Là, je vois un collier, voilà, sur un long cou. Bon, c'est peut-être idiot, vous allez me dire. Là, je vois un masque, voilà. Non, mais c'est justement d'essayer d'imaginer ce que vous en pensez, vous. Okay, moi, ça vous va. Ah, mais oui, ça me va très très bien. D'accord. Non, mais moi, j'aime faire ce genre de pièces. Après, que ça ressemble à quelque chose, ça ne ressemble pas, là n'est pas mon sujet. Quoi, en fait. Très bien. Oui, ça doit être un truc chez les sculpteurs parce que on nous a dit tout à l'heure les sculpteurs, oui, mais souvent les sculpteurs, on est très tourmentés. C'est vrai, on est très très tourmentés. Vous avez un atelier dans le coin ou... Oui, j'ai une galerie à Beaumont du Périgord. Ma galerie et mon atelier se trouvent là-bas. Et l'atelier aussi. Oui, mon atelier là-bas. Et on peut me voir travailler. De la galerie, on peut me voir travailler.
Très bien. Vous êtes content d'être ici? On est ravis. Vous êtes de la région déjà ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais nous, on a choisi la région, donc c'est encore pire. C'est mieux que d'y être né. Non, mais au cours de... parce que c'est pas arrivé comme ça, donc ça fait une trentaine d'années quand même, ou un peu plus même. Et donc galère et ainsi de suite. Après petites expos, grosses expos, et pendant les expos, on visite la France en fin de compte. Et puis il y a des endroits qui vous marquent plus que d'autres. Et lorsqu'on était en expo, on s'est dit ce coin-là nous plaît bien, les pierres sont sympas, les gens c'est fabuleux, vraiment un pays d'épicuriens quand même. On mange bien, on boit bien, tout va bien, la fête, et ainsi de suite. Et on s'est dit voilà, le jour où on devra s'installer, parce qu'à un moment donné dans le cursus, il faut qu'on s'installe. On a dit voilà, cette région-là, on a favorisé cette région-là. Nous sommes devant quelques-unes des œuvres de Marion Delorbe, qui vient de nous dire qu'elle était toulousaine mais installée. 78, c'est quoi? C'est les Yvelines. Les Yvelines. Ah vache, c'est pas tout près. Et enfin, par rapport à ce que nous venons de voir en peinture ou en photographie, vos œuvres nous changent beaucoup parce que peut-être c'est la couleur, parce que ce sont des toiles, on appelle ça des toiles. Oui, tout à fait. Comme ça. Mais elles sont extrêmement colorées et de temps en temps, je me dis presque naïves, ces toiles. Ça vous va ou Eh bien, colorées, oui. Naïve, non. Non. Parce que la naïveté, c'est quelque chose d'extrêmement spontané au sens où on ne réfléchit pas. D'accord. Je ne pense pas qu'on ne puisse dire ça de mes toiles, pas que je réfléchisse au sens intellectuel du terme, mais bien sûr, mais qu'il y a une... Ils ne sont pas jetés vision, sur la toile. Non. D'abord, d'une part, c'est assez travaillé, même si ça a l'air simple. Et d'autre part, je raconte des choses qui sont... Alors, pour le coup, je vous rejoins un petit peu, parce que moi, j'aime beaucoup l'enfance. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette fraîcheur-là. C'est ça. Et j'aime beaucoup aussi le... J'aurais dû dire ça, enfantin sans enfantillage. Voilà. Et j'aime beaucoup surtout la stratification des choses. D'accord. J'aime bien les couches successives. Et j'aime bien aussi parler de ce qui nous relie à avant, de ce qu'on est maintenant, de ce qu'on va devenir, de tous ceux qui nous ont précédés et qui nous donnent notre assise, notre ancrage et aussi notre poésie. D'accord. Et moi, je sais que j'aime bien travailler sur l'instant, l'émotion que je ressens. Alors, à propos de ces superpositions, justement, vos toiles sont rarement lisses. Je suppose que c'est voulu. Oui, tout à fait. C'est ce fameux... Il y a beaucoup de papier du monde entier, népalais, indien. C'est du papier. Oui. Il y a beaucoup de papier marouflé sur la toile. C'est marouflé, c'est ça. C'est-à-dire, c'est collé sur la toile. Et donc, ça donne une matière à la peinture. Surtout quand on y va par beaucoup de couches successives. Les aspérités du papier laissent transparaître toutes les couleurs qui sont dessous posées et qui transparaissent, derrière le papier. En même temps, vous aimez bien les aplats au sens de la... comment on dit, du contour des choses que vous peignez, enfin des images ou des formes que vous peignez. Un peu comme la bande dessinée, ça vous... Non, pas trop. Mais si vous avez le droit de penser que c'est un côté bande dessinée. Je lance des trucs. Mais... Oui. Non, moi, je pense à ces contours, vous voyez ça là. Oui, le fait d'être cerné. Oui, c'est ça. C'est cerné, oui. Voilà. Il y en a qui le sont moins que d'autres. Oui. Mais effectivement, j'aime bien... Alors, vous parlez de grandes surfaces qui sont relativement travaillées, même si elles ont l'air d'être unies. Oui. D'abord parce que avant, j'avais tendance à mettre beaucoup de couleurs sur un fond. Et je me suis dit après que ça occultait un peu le sujet, ce qu'il y avait à voir. En revanche, quand je peins un fond, je travaille énormément ma couleur. Mais une fois que la couleur est jetée, c'est carte posée, carte jouée. D'accord. C'est-à-dire que c'est dans le travail de la couleur, dans la recherche de cette teinte que je veux, que je vais poser presque en aplat. Il y a des nuances, mais il faut les voir de très très près pour s'en rendre compte. Ce qui permet d'avoir une architecture qui se dégage et pas quelque chose de trop noyé. D'accord. Bon, en l'occurrence, ça dépend des périodes que j'ai pu vivre et puis de ce que je veux raconter. Là, sur ces arbres, par exemple, ce sont ces arbres qui sont importants. Le fond aussi, mais il ne doit pas occulter ou donner trop d'informations, à mon avis.
et donner trop de... je trouve que ça parasite un peu la lecture, la lisibilité. De plus, là, en l'occurrence, le format est vertical, donc il y a une lisibilité qui doit être nette, assez tranquille. Oui, tout à fait. Après, là, évidemment, là, il n'y a pas de choses marouflées sur celui-là. Oui. C'est un oiseau m'a dit, c'est mon petit neveu. Alors, un petit mot, pardon, sur les titres. Un oiseau m'a dit, La Petite Maison des Neiges, bon, sont des titres qui sont des espèces de collage de ce qu'on voit, enfin. Hein. Et pourquoi? Alors que là, un oiseau m'a dit, j'aurais jamais pensé à ce titre. Ah ben alors, ça a une histoire, évidemment. Oui. C'est mon petit neveu qui m'avait envoyé des espèces de dessins avec des petits personnages comme ça, que j'ai repris. Un enfant? Oui, un petit enfant de 4 ans, qui m'a envoyé d'une fleur, des petits personnages comme ça, que j'ai repris. Et en peignant cette toile, par rapport à ce petit garçon de 4 ans qui m'avait fait ce dessin, j'ai entendu une chanson qu'on me chantait quand j'étais petite. Un oiseau m'a dit, mon ami, bon voyage. Un oiseau m'a dit, bon voyage, mon ami. Et donc, c'est une espèce... Donc, vous l'avez conservé pour... D'accord. Alors, il y a une petite maison, il y a une sorte de chemin, une liberté comme ça, comme ont les enfants quand ils se promènent ou quand ils peignent ou quand ils racontent quelque chose. Voilà, c'était plutôt ça. Mais c'est vrai qu'il faut un peu la clé, là. Parce que sinon, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est pas très grave. Vous reconnaissez pas des ancêtres, mais des guides ou comme ça, il y a des... J'aime beaucoup Picasso, qui est pour moi un maître absolu, mais je pense qu'au niveau sensualité et au niveau vitalité intérieure et spirituelle, moi, c'est Matisse. J'adore Matisse. J'allais dire aussi un Rouault gay. Ah voilà, j'adore Rouault aussi, oui. Alors oui, vous pensez au cerclage comme ça, des choses cerclées très, très fortes et très mises en avant. J'aime énormément Rouault, et notamment dans sa période très colorée avec les reines antiques, les Nabucodonosor et autres. Oui. J'aime beaucoup. Salut Béatrice Beauchard, ancienne élève à la Vache, qui n'a pas été trop traumatisée, tant mieux pour moi et pour vous. Bon, enfin, on n'est pas là pour ça, on est là pour votre truc, qui est la sculpture. Nous sommes devant Mankind, qui veut dire humanité, et qui est une drôle de chose, dont on ne devine pas tout de suite la matière. Alors c'est de la céramique, de la terre cuite. C'est voilà. De la terre cuite, de la céramique. D'accord, c'est facile. Voilà, qui a été ensuite assemblée, découpée, cuite, réassemblée et qu'on a montée sur une structure en acier. D'accord. Eh ben, vous voyez, j'aurais pas dit que c'était de la céramique, mais bon, j'ai pas touché, c'est vrai. Le titre, parce que humanité, mais en francisant, ça rejoint mannequin. Donc c'est vous qui avez été mannequin. Oui, et puis d'autre part, c'est aussi par rapport au problème des jeunes filles qui veulent absolument être minces, etc. Donc c'est d'où le texte aussi qui est lié sur les jours sans fin et envie d'exister. Permettez que je fasse une remarque de prof à la con. Il y a une faute d'orthographe. C'est possible, c'est pas moi qui l'ai tapé. Bon, tant mieux, alors ça va. C'est pas bien. Alors ça va, c'est pas grave, vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Mais quelle faute, parce que... Dissous. Oui, ça peut s'écrire comme ça également. On a cherché sur Internet. Les deux sont possibles. Absolument. Autant pour moi, vous voyez, les profs sont couillons quand même. Non, j'aurais un 0. Bon, très bien. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à cette dictature, effectivement. Les enfants sont beaucoup dans l'image. Moi, j'ai des adolescents. D'accord. Et une adolescente qui a été confrontée à ce problème. Et donc, voilà, c'est... Humanité, c'est aussi l'image, et puis les fragments, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous demande comme question? Parce que j'ai lu votre papier sur votre parcours et vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc on ne va pas résumer ça, mais comme vous êtes du coin, vous êtes installé par ici. Je crois même que vous avez une galerie à Bergerac, hein. Donc rue Ernest Renan. Donc on peut toujours aller vous voir. Mais comment vous êtes comment ça s'est passé? Est-ce que c'est résumable cette arrivée sur l'art? C'est l'aboutissement. En fait, je crois que je suis née artiste finalement, puisque j'ai toujours créé, j'ai toujours été curieuse. J'aime les matériaux, les matières. Sans jamais vous décourager.
Jamais. Ah oui. Non, parce que ça fait partie de moi, je pense. Et à un moment donné... Malgré vos très nombreuses occupations. C'est ça. Et très différentes. Très différentes. C'est vrai. Et en fait, c'est le condensé, c'est l'aboutissement de cette expérience de vie. D'accord. Avec l'envie vraiment de me poser, d'ouvrir mon atelier et de dire, voilà, de rentrer vraiment dans ce statut d'artiste. Voilà. Et ça marche? Vous êtes à peu près contente? C'est un très bon démarrage, puisque j'ai ouvert en octobre et je suis là ce soir. Donc, ah oui, c'est ça. C'est un excellent démarrage. Le public bergeracois, enfin, je veux dire, vous connaissez un peu Je connais un peu. Alors, pour qu'ils viennent à ma galerie, elle est quand même pas du tout au centre-ville. Donc, c'est vraiment une démarche. Ouais. Mais petit à petit, le bouche à oreille, les gens viennent. Donc, voilà. Après, à Bergerac, il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, très intéressées par l'art contemporain et conceptuel. Et moi, je suis quand même aussi dans le figuratif. C'est ça. Et donc, il y a un petit peu un mépris, on va dire, de ce type de travail. Donc, je suis... Oui, mais c'est pas grave. Pourtant, je pense à notre ami Bénédicte, qui a une galerie à Bergerac, qui est aussi très dans le figuratif, enfin bon. Donc c'est pas si... Je la connais, je suis allée donc dans sa galerie, mais elle n'est pas venue dans la mienne. Ah d'accord, on va lui dire de venir. C'est pas grave. On va lui dire, rassurer. Pour tout le monde. Et on est tous singuliers, on a tous une place. Et on a des choses à partager, donc voilà. Moi, c'est ce que Sinon, vous travaillez avec d'autres artistes dans le coin ou pas? Alors, directement, enfin, qu'est-ce que vous appelez travailler? Ouais, travailler, vous les voyez, vous discutez de vos œuvres. Mon atelier, je l'ai ouvert avec Sylvain Rosy, qui est peintre, artiste peintre. Donc, effectivement, on travaille ensemble. C'est lui qui m'a aidé pour monter cette sculpture. Donc, il participe effectivement à mon travail en étroite collaboration. D'accord. Merci beaucoup, parce que vous étiez stressé pour cette affaire. Merci. Au revoir. Merci. Bien, alors, nous sommes donc devant vos œuvres dont vous venez de nous dire que un seul titre pourrait les rassembler, c'est New York. Effectivement, tous les titres commencent par NY, comme New York. Vous avez quelque chose à voir avec l'Amérique? Je n'ai rien à voir avec l'Amérique autre que du voyage. Les États-Unis, je veux dire. Voilà, du voyage. Vous aimez beaucoup New York? Alors, je suis fascinée par New York. D'accord. Comme je suis fascinée par beaucoup de villes, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est de raconter les émotions sur une toile que moi, je ressens. D'accord. Dans une ville. Ça se ressent, en effet, en voyant toutes ces choses qui sont comme autant de questions posées à New York, plutôt que des représentations de ce qui est, et des questions un peu... souvent inquiète, je dirais, non? Eh bien, New York n'est pas une ville ni simple ni paisible. C'est ça. Oui. C'est une ville chaotique, c'est une ville castratrice, c'est une ville aussi énergétique, c'est une ville de contraste et de conflits. Et donc, voilà, c'est ce qu'elle aimait. D'accord. On dit un mot de... Comment vous faites ça? Parce que quelquefois on a l'impression de photographie, mais peut-être le mot ne vous conviendra pas, mais on a l'impression d'un essai de captation comme ça de la réalité que justement la photographie ne montre pas toujours, mais que vous essayez de passer par là, non? Alors, ces toiles, depuis presque toujours, mes toiles, je les travaille techniquement, avec des glacis successifs. Sur une toile, il peut y avoir jusqu'à 30 à 35 jus différents, c'est-à-dire des glacis transparents successifs dans lesquels... Pardon, vous pouvez nous expliquer un peu? Moi, je ne comprends pas glacis. Glacis, c'est un espèce de suspension de produit, c'est-à-dire un liant transparent dans lequel il y a un petit peu de pigment, et qui fait que lorsqu'on l'applique sur une surface, eh bien, il reste transparent. Voilà. Votre main joue un rôle là-dedans? Oui, la main joue un rôle, puisque... Dessiner non, c'est à base d'un pinceau qu'on le fait, et donc ces glacis successifs sont colorés, mais entre chaque glacis, il y a... Par exemple, excusez-moi, mais on va prendre cet exemple-ci.
Là, donc, on devine des escaliers, on devine ces escaliers de secours qu'il y a beaucoup à New York, effectivement. Donc, vous commencez par dessiner au pinceau. Alors, je travaille avec des papiers depuis toujours. Oui. Et ces papiers vont de 10 grammes jusqu'à 300 ou 500 grammes le mètre carré, donc ils sont très divers. Sur ce genre de travail, j'ai des papiers de 10 à 30 grammes uniquement. Oui. Donc, ces papiers, c'est vrai que je prends beaucoup de photographies et quand je suis à l'atelier, je m'inspire de ces photographies pour faire des dessins que je vais... ou des gravures d'ailleurs, ça peut être autre chose, ça peut être de l'estampe, ça peut être de la gravure, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, etc., etc. Ça peut être des papiers froissés, baignés d'ocre, etc., etc. Bon, c'est très divers. Et entre chaque couche transparente successive, il y a l'introduction de ces collages-là de papier. C'est toujours une photo ou plusieurs photos qui vous inspirent? Plusieurs, oui. Plusieurs. Okay. Donc on retrouve, ça peut être aussi des photographies que moi je prends et qui sont retravaillées et que je retire et que je retravaille avec du dessin, avec la peinture, etc., etc. Et ensuite seulement je m'en sers pour l'introduire sur une toile. D'accord. Alors, on vient de voir ça sur cet exemple. Dans beaucoup de toiles, il y a des graffitis ou même des écritures qu'on peut déchiffrer. Enfin, vous y tenez à ça? J'y tiens premièrement parce que ça fait partie de la ville de New York, puisque tous ces murs, ou quasiment tous les murs, sont graffés. Ils sont graffés d'une part, et d'autre part, ils sont quasiment dessinés et peints avec des œuvres d'art. Donc c'est absolument exceptionnel. L'expression de tag et de graphes sur les murs de New York est une expression urbaine populaire courante et fait partie des murs de la ville. Donc d'où l'intérêt de les reproduire là. Ce sont des reproductions fidèles ou bien non, c'est symbolique. Pas du tout. C'est surtout le souvenir que moi j'en garde au niveau de leur impact visuel et au niveau du sens qu'elles portent. Un sens à la fois social, esthétique, plastique, etc. Alors on va quand même dire un mot d'un triptyque qui se trouve pas loin de nous, là-haut, dont vous avez dit que son histoire était liée tout à fait précisément à la chute des Twin Towers en 2001. J'ai l'impression que cette chute continue dans les tableaux plus récents. Je ne sais pas si ça vous ira, mais dans certains tableaux, on a l'impression d'une implosion, d'une explosion, ou en tout cas de quelque chose qui fait immanquablement penser, alors vous nous en avez parlé, peut-être je suis influencé, mais qui fait quand même penser à cette affaire, à cette tragédie. Oui, je crois que New York est une ville essentiellement d'implosion, comme vous l'avez si bien décrite, et aussi d'implosion et d'explosion, absolument, parce qu'il y a une violence larvée palpable. C'est presque tactile dans New York. Non, mais vous auriez pu vous installer au cœur de Central Park et être très tranquille. Ah, tout à fait. Mais peut-être que la tranquillité est trop jolie pour que je m'y attache dans mon art. En tout cas, là j'exagère un peu parce que quand je travaille sur Rome, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Non, New York, c'est une ville vibrante. C'est ce que vous avez retenu. C'est une ville détruite aussi, qui se détruit et qui renaît de ses destructions tous les jours. Démolition et reconstitution. J'ai vu des choses absolument étonnantes dans une rue de New York où les gens vivent dans un immeuble en briques où au-dessus de la porte d'entrée il y a une brèche qui va jusqu'au toit où tout est effondré, les briques sont effondrées. Comme si ça venait d'être bombardé. Voilà. Et ils continuent à vivre dedans. Donc c'est une vie foisonnante. Et puis il y a toutes sortes de petites bestioles qui sont dans les rues de New York. Enfin moins maintenant parce que ça a été beaucoup nettoyé, mais du temps où j'y étais, c'était comme ça. On faisait des rencontres inopportunes avec des rats, de toutes sortes de choses. Bien, merci pour tout ça. Est-ce que cet épisode new-yorkais est une sorte de parenthèse dans votre œuvre ou... Pas du tout. C'est récurrent.
Je retravaille sur New York de façon de façon ponctuelle, mais vous venez de parler de Rome, oui, pourquoi? Parce que je suis extrêmement et viscéralement intéressée par tout ce que l'homme a laissé comme trace. Et je suis aussi touchée par des ruines romaines, des cyprès qui montent des ruines. Vous savez d'où vient cet intérêt particulier? Alors, peut-être parce que je suis une citadine, mais j'y crois pas trop parce que c'est trop léger comme raison pour... Puis vous aimez bien la campagne, la preuve c'est que vous habitez ici. Voilà, j'adore. Non, je ne me l'explique pas, je le vis. D'accord. Et en fait, je suis pas certaine de vouloir chercher vraiment la raison, car je le vis bien. Mais c'est pas seulement la ruine qui vous intéresse. Oh, pas du tout. Toutes les constructions humaines, qu'elles soient les signes graphiques, la musique, tout le passage du temps au fond. Voilà, et puis les civilisations successives, y compris la nôtre, qui est foisonnante. Hein. D'accord. J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a une œuvre littéraire ou une œuvre musicale qui vous a inspiré ou que vous avez écouté peut-être en faisant ces tableaux sur New York? Non, sur New York, non. Par contre, quand je travaille sur la musique, je suis en immersion de deux façons. Soit j'écoute la musique elle-même et je travaille en même temps mon expression plastique, soit je lis la musique et c'est la colorature de la partition qui m'envoie des visions mentales que je matérialise sur la toile. Vous jouez d'un instrument aussi? Oh, j'ai joué il y a très longtemps. Je suis passée par le piano comme beaucoup d'enfants. Oui, d'accord. Comme beaucoup de jeunes filles de bonne famille, tout de même. Ah, c'est ça. Mon père était cardiologue, mais ma mère était pianiste et organiste. Donc on avait accès à la musique. Oui. Merci beaucoup. On va peut-être vous laisser à vos hôtes. Vous êtes bien gentils de nous avoir donné quelques instants. Merci. Vraiment, je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Eh ben, c'est nous.